Mesdames et messieurs, j'enseigne Catherine. Une petite précision en commençant. Quand Mme Santerre parle de mon sous-sol, en réalité, c'est une maison bigénérationnelle. Et elle occupe le loyer par intérim en attendant que sa maison soit finie de construire. Que ce soit bien clair. J'ai toujours rêvé d'avoir un micro pour dire tout le bien que je pense de moi-même. Malheureusement, aujourd'hui, je ne peux que faire ressortir le côté moins glorieux. La maladie, c'est une leçon d'humilité. Lorsque Mme Santerre m'a proposé d'apporter mon témoignage ici aujourd'hui, ma première réaction, ça a été « est-ce que je vais en avoir le courage? » Mais tout de suite, l'ex-prof en moi a pris le dessus, puis je me suis dit que j'aurais peut-être un message à apporter. Permettez d'abord que je me présente, en fait, c'est déjà fait. Richard Delange. J'aurais peut-être envie de dire Monsieur FA ou Monsieur AVC. En fait, je suis celui qui est de l'autre côté de la clôture, le revers de la médaille. Je suis aussi celui qui n'est pas dans les statistiques, compte tenu de mon âge et les événements qui se sont produits. Donc, ceci dit, je suis ingénieur depuis 36 ans. Mon alma mater est ici à côté, McGill. Avec mon épouse, on a eu une ferme jusqu'à il y a 5 ans, par passion, par tradition. Puis, comme troisième carrière, mais finalement, j'ai débouché sur entrepreneur général pour reprendre un rêve de jeunesse. J'occupe toujours cette fonction-là à date. Puis, à l'instar de la plupart d'entre vous, j'en suis convaincu, la vie m'a donné des atouts pour réaliser mes ambitions. Et je les ai utilisés. Mais, le 7 juillet 2009, j'ai fait un AVC. Un vrai. Paralysie du côté gauche, chute par terre, incapable de me relever, malgré tous mes efforts. Si je suis ici aujourd'hui, c'est qu'il s'est produit à 7h15 du matin, alors que je lisais la presse en terminant mon petit déjeuner. Un peu plus tard, j'aurais été sur un chantier de construction, en équilibre sur des poutres. C'était justement la journée où on montait les fermes de toit. Si je suis ici aujourd'hui, c'est que l'événement était prévisible. Mon épouse a immédiatement fait le 911 en mentionnant à l'opérateur que je faisais un AVC. Et elle a alerté ma fille, qui est aussi notre voisine, qui est infirmière à l'hôpital Bro-Missisquoi-Perkins de Cowansville. Celle-ci, Marie-Noël, a communiqué aux urgences pour les prévenir que son père arrivait en ambulance. Aussitôt le diagnostic confirmé, on me rembarque dans l'ambulance directement à Sherbrooke. Tout le monde est averti. Le scan, en dedans de 3 heures, j'étais au 6e aux soins intensifs pour perfusion, pour thrombolyse. À 4h15, le lendemain matin, le moniteur cardiaque a émis un signal d'anomalie. Le rythme cardiaque, qui était sinusal jusque-là, venait de basculer en fibrillation auriculaire. Mon épouse s'est empressée de le signaler à l'infirmière de garde. L'ennemi, que l'on soupçonnait fortement, venait officiellement d'être diagnostiqué. On fait un bref retour en arrière. Quelque part en avril ou en mars, lors d'une brève période d'insomnie, probablement suite à un malaise que je ressentais quelconque, mais c'était tout à fait symptomatique à ce moment-là, j'ai pris mon pouls. Une vieille habitude que j'ai toujours conservée parce que j'ai toujours fait du sport. Je faisais de la lutte olympique quand j'étais jeune aux études, puis c'était une gloire de dire qu'on avait un pouls qui battait à 48 le matin. Donc, j'ai toujours pris cette habitude-là. Puis là, j'ai constaté que le rythme était irrégulier. Le mot arythmie m'a trotté dans la tête. Mais sans faire plus de cas, ça a semé un doute. Probablement qu'au fil des ans, mon père avait mentionné arythmie. Je pense qu'en fait, il a toujours fait de l'arythmie, mais il a 20 ans ou 30 ans, ça ne se disait pas, ça ne se parlait pas. Et aujourd'hui, il n'est plus là pour en parler naturellement, puis son dossier médical n'existe plus, donc je ne sais pas, mais peut-être que c'est héréditaire, on ne sait pas. Lorsque la saison de vélo a débuté, il s'est avéré que d'une fois à l'autre, je ne pouvais pas prévoir mes performances. Tantôt, ça allait très bien, j'avais toujours mes jambes de 20 ans, mais le lendemain, je peinais à suivre le peloton. Pour un cycliste, c'est frustrant pas mal.
pas de douleur, pas de malaise, pas d'essoufflement, juste un manque d'énergie. J'avais l'impression de fonctionner à 70 de ma capacité. Je m'excuse. Oui. J'ai changé de micro. OK. Désolée, petit problème technique. Je vais laisser en attendant. OK, on met ça de l'autre bord, on va mettre ça ici. Ça va? Oui, OK. Donc, je disais que j'ai l'impression d'être limité à 70 de ma capacité. En termes mécaniques, le turbo n'embarquait pas. En termes médicaux, ben, l'oreillette ne remplit pas le ventricule. C'est toujours apparenté, ces deux mondes-là. Donc, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin de famille. Et oui, j'ai un médecin de famille, puis tout près de la maison, à part de ça. Je n'avais aucun antécédent médical, aucun médicament, en excellente condition physique. Puis comme la journée de la visite, tout était normal, bien, le branle-bas de combat ne s'est pas enclenché. Mais toutefois, la journée même, j'ai eu une prescription pour un ECG au CLSC de Cowansville. Puis devinez quoi? Tout en sinusal. Mais ironie du sort, la journée même où le rapport parvenait à mon médecin de famille, après avoir été validé par un cardiologue de l'hôpital, eh bien, j'étais sous perfusion aux soins intensifs au CHUS. On revient à l'AVC. 6 jours à l'hôpital, 36 heures aux soins intensifs, 130 000 secondes. Je les ai comptées une par une. Quand vous êtes aux soins intensifs, il y a toujours un horloge en face, et l'aiguille avance très, très, très lentement. Aucune séquelle. La procédure normale est établie, anticoagulant stabilisé, plus quelques médicaments. On me dit extrêmement chanceux, voire miraculé. Et j'en suis très reconnaissant envers tous les intervenants du milieu médical. Un professionnalisme exemplaire, une efficacité hors pair. Au retour à la maison, avant même d'entrer à la maison, on passe par le gym, puis je me réserve 10 cours avec un entrepreneur avec un entraîneur privé, excusez. Qu'à cela ne tienne, je vais revenir plus fort qu'avant même. Pas question de me laisser aller. Puis tout de suite, je suis retourné à l'ouvrage. L'ouvrage, c'est bon pour la santé. Mais ça n'a pas duré. Les séquences d'arythmie sont devenues symptomatiques, brisant mon élan. Et en même temps, un mal sournois s'est infiltré en moi. Un malaise physique et un mal de vivre. Le corps en deuil de son immortalité ou de son invincibilité et l'âme en deuil de son idéologie. Certains appellent ça trouble d'adaptation avec humeur anxieuse ou tout simplement une dépression. Moi qui avais toujours réussi à ordonner mon univers, moi qui avais toujours réussi à trouver des réponses logiques à mes questions, moi dont le corps n'avait jamais failli à la tâche, j'ai perdu tous mes repères. Comment pouvais-je être si mal, si bien entouré de tous les miens, dans la maison de mes rêves, dans un environnement aussi sain, chez Ferd-Bromont, mais avec tous les sens exacerbés? Quand on entend le tic-tac d'une horloge dans la 3e pièce à côté à 1 h du matin, que ça vous empêche de dormir, on dit qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Le corps épuisé, la main tremblante. Je me suis débattu comme un diable dans l'eau bénite. J'ai cherché des réponses. Médecin, psychologue, acupuncture et finalement psychiatre. 6 mois à chercher des solutions. 6 mois. Une éternité avant de recommencer à vivre. 6 mois à chercher des ressources pour comprendre que finalement, il n'y a rien à comprendre. L'AVC, c'est un choc physiologique et psychologique. Découvrir que l'on fait de la FA, au départ, c'est difficile. Mais l'apprendre en passant par l'AVC, je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Aujourd'hui, 2 ans et demi plus tard, après 2 ablations par radiofréquence, 2 cardioversions au mois de décembre, c'est quand même récent,
J'ose espérer que le pire est derrière moi, du moins ce qui concerne cet événement. Puis j'ai de bonnes raisons de penser qu'effectivement, c'est parti sur le bon bord. Mais je ne me fais pas d'illusions sur le processus de vieillissement. Je pense que maintenant, j'ai rattrapé mon âge. Pendant 30 ans, j'ai eu 20 ans. Maintenant, j'ai atteint mon âge. À moins que ce soit l'inverse, que l'âge qui m'est rattrapé. J'aurais aimé savoir tout ce que je sais aujourd'hui. Mais parmi toutes les questions que je puis me poser, la plus difficile à répondre est celle-ci. Qu'est-ce que j'aurais pu faire alors? C'est tellement facile de dire que j'aurais traqué le mal. Je savais que je faisais de l'arythmie, mais ce n'est pas évident. Quand on n'est pas dans le milieu, on sait que c'est de l'arythmie, mais il y a tellement de formes, on y perd notre latin. C'est tellement facile de dire que j'aurais insisté davantage pour obtenir un diagnostic, mais dans les faits, chaque cas est unique. Il est impossible de prévoir les conséquences, ni de sauver tout le monde. Et dans mon cas, le pire est arrivé. Pendant les mois qui ont suivi mon AVC, j'ai tenu un registre détaillé de mon état de santé, signes vitaux, pression, fréquence cardiaque à chaque jour, matin, midi et soir. J'ai noté tous les rendez-vous avec tous les intervenants. J'ai bien mis en évidence toutes les phases d'arythmie. Belle grande feuille, ça de long, tous les jours. C'est ainsi que 3 mois plus tard, mon médecin m'a référé en cardiologie au CHUS pour un rendez-vous un autre 3 mois plus tard. À ce moment-là, je suis placé sur la liste des futurs opérés pour l'ablation, en sachant que la liste d'attente est de 6 mois qui ont finalement duré 10 mois. Début janvier 2010, 6 mois après les événements, quelques jours avant mon premier rendez-vous en électrocardiologie, j'ai écrit « Chronique d'une fin de carrière » où je clame mon invalidité auprès de la Régie des rentes du Québec. C'est ainsi que mon médecin a compris l'ampleur de ma détresse et m'a référé à un psychiatre. J'ai en quelque sorte été le chef d'orchestre de mon cas, ou dans mon jargon, j'étais l'entrepreneur général. C'est pas si pire, ça m'a tenu occupé, puis j'en avais la capacité malgré tout. Mais aujourd'hui, on me dit qu'un réseau de cliniques de suivi de l'AFA est mis sur pied, que des personnes ressources sensibilisées à la problématique seront à l'écoute des patients comme moi. Que diable, ça aurait été trop facile. Si ça avait existé il y a 3 ans, je pense que, sincèrement, j'en aurais grandement bénéficié. Que de questions j'aurais eu à poser. J'aurais tant aimé briser le cercle de la solitude et de l'incertitude. Le message que j'aimerais laisser, il est simple. Beaucoup d'efforts sont mis en œuvre pour traiter l'AFA. Mais si seulement j'avais pu vivre cet événement sans y entrer brutalement par l'AVC et la dépression, ça aurait été plus facile pour tous. Parce que quand on aime et qu'on est aimé, on ne souffre pas seul. C'est ainsi que j'ai quelques choix formulés. Je pense qu'il recoupe tout ce qui a été dit auparavant. D'abord, comme l'AFA est une maladie qui touche pas mal de monde, mais j'aimerais que les efforts concernant la prévention de l'AVC et la pose d'un diagnostic rapide aillent de pair avec tous les efforts qui sont mis dans le traitement. Donc, d'une part, une sensibilisation accrue de la part de tous les intervenants en première ligne, comme relier les symptômes, prévoir le pire aussi. D'ailleurs, il y a M. Murphy qui en a fait une loi de ça. Ce qui doit arriver de pire va arriver, puis au moment le moins opportun. C'est ce qui m'est arrivé. D'autre part, publiciser la maladie et les conséquences auprès de la population, parce que peut-être qu'après le cancer du sein, le cancer de la prostate, bien, peut-être qu'hommes et femmes pourraient aussi savoir ce qu'est l'arythmie et ses conséquences possibles. Juste un petit à côté là-dessus. La presse de ce matin. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu, ce feuillet-là. Le corps. Page santé. Combien de fois pensez-vous que les mots FA ou fibrillation auriculaire sont mentionnés là-dedans? 0. C'était juste en passant.
Donc, publiciser la maladie et ses conséquences auprès de la population. Peut-être qu'ainsi, quelques hommes et femmes pourraient éviter un épisode aussi dur à vivre que celui que j'ai vécu. Et d'autre part, pouvoir être en contact avec une équipe qui peut apporter un support à la fois physique et moral, tout en nous aidant à assimiler les diagnostics, les médications et les traitements prescrits. On dit qu'on sort grandi de la maladie. On dit aussi que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. J'ai souvent repassé ces mots-là dans ma tête. Je me dis, j'étais donc bien dans mon innocence. La maladie ne rend pas plus heureux. Sur ce, je vous remercie de votre attention.